En 2009, je ne sais pas si vous vous souvenez, est sorti un film qui s'appelait... Ah, ça marche pas, effet démo. Je ne l'ai pas branché. Qui s'appelait... Qu'est-ce qui est sorti en 2009, à part la mort de Michael Jackson? Avatar. Tout le monde l'a vu? Au-delà de l'expérience 3D qui était vraiment nouvelle, ça racontait l'histoire de Pocahontas, enfin surtout d'un homme qui se mettait dans la peau d'un extraterrestre pour découvrir une nouvelle civilisation. Moi, en 2009, j'ai dû endosser le costume de product owner. J'étais dans un poste qui avait déjà eu plein de noms. Ça avait été business analyst, ça avait été product stratégiste, et je devenais product owner. Alors j'ai vite compris que product owner, c'était un peu plus qu'un nouveau nom. Il y avait toute une méthodologie qui allait autour, toute une approche, l'approche Scrum. J'espère que vous êtes assez familier avec, parce qu'il y aura quand même pas mal de mots qui vont s'en approcher. S'il y en a qui n'ont jamais entendu parler de ça, est-ce que vous pouvez me dire? Tout le monde est OK, hein? Alors, ça sera peut-être un petit peu ardu, mais normalement, je vais faire soft. L'idée de cette présentation, c'est de vous présenter les outils que moi, qui m'ont manqué quand je suis arrivé dans ce poste de product owner. On m'a dit, bah, tu deviens product owner, on utilise Scrum, voilà le Scrum Guide, maintenant débrouille-toi. J'étais un petit peu, on va dire, à poil. Et l'idée de cette présentation, c'est pas de vous présenter tout un panel d'outils gigantesques, une liste à la Prévert, mais vraiment de vous donner 2-3 outils, les 2-3 outils qui, enfin peut-être un peu plus, il y en a peut-être 7 ou 8, qui m'auraient, moi, vraiment aidé. Alors pour ceux qui sont déjà des product owners aguerris, qui ont déjà plein de méthodes, vous n'allez peut-être pas découvrir grand-chose. Il y a peut-être des petits trucs que mon expérience a fait que j'ai pu arranger ou modifier. Après, voilà, j'espère que tout le monde trouvera son compte. Qui je suis? Alors, Sylvain Calmet, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé... alors, ouais, je vais me décontracter un peu là. J'ai commencé en tant que développeur Java, j'ai eu pas mal de casquettes, donc développeur Java, on commence généralement par la technique, puis donc business analyst, product owner, product stratégiste, puis je suis retourné du côté obscur de la force en venant à Nantes, je suis passé chef de projet. Alors, on a tous fait des étapes difficiles. Je suis repassé Scrum Master sur des projets, puis facilitateur. Donc là, je créais et animais des séminaires. J'ai fait de la MOA. On retourne souvent sa veste dans le monde de la prestation. Et pour finir, Proxy PO. Cette année, j'ai fait le grand saut. Pour ceux qui connaissent, c'est la grande candelle dans les calanques de Marseille. Et ce saut, je l'ai vraiment fait en octobre. Là, c'est assez flippant. L'idée, c'est de dire, j'ai fait le grand saut en créant mon entreprise avec 5 associés. Donc, j'ai passé le pas. Et aujourd'hui, chez Phoenixo, je facilite des séminaires et j'accompagne des équipes en tant que coach pour tout ce qui est mise en place de l'agilité, de Scrum, et aussi des PO à apprivoiser, à utiliser les outils, en tout cas en partie les outils que je vais vous présenter ici. Donc, a priori, une personne qui n'a jamais entendu parler de Scrum, tout le monde est à peu près OK sur le Product Owner, j'imagine. Pour rappel, d'après le Scrum Guide, le Product Owner est responsable de maximiser la valeur du produit et le travail de l'équipe de développement. Et il est responsable de gérer le Product Backlog. Product Backlog, liste des items à développer dans une application ou dans un produit, qui est une liste dynamique qui doit vivre. Alors, avant d'ouvrir la boîte à outils, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut faire avant de commencer à bricoler? Alors, le Product Owner n'est pas un bricoleur professionnel. Généralement, on vous dit, voici un super chantier, tu vas construire un produit de fou. Voici tes moyens, ce qui revient à peu près à avoir envie de faire des travaux dans sa maison et d'avoir une boîte à outils dans laquelle il y a un marteau et un tournevis. Mais il y a quand même des moyens de réussir à construire une cloison dans sa maison avec un marteau. Première chose à faire, première chose que j'ai faite, je suis allé voir sur Internet quelles étaient les règles du bricolage. Donc j'ai pris quelques règles qui m'ont paru assez pertinentes. Préparer un plan.
En tant que product owner, il est important de préparer un plan, et en tant que bricoleur aussi. L'idée de ce plan, c'est vraiment d'avoir une vision globale. Pas la peine de faire un plan ultra détaillé, comme ça. Vraiment avoir les cotes, savoir ce qu'on va faire, avoir une idée générale. Il faut passer pas forcément trop de temps à faire ce plan. Si vous avez besoin de savoir si votre table va rentrer dans votre salle à manger, c'est pas la peine de modéliser votre maison en 3D, en gros. Une fois que, si vous ne faites pas ce plan en tant que product owner, vous allez sans doute avoir des problèmes pour vendre et négocier derrière. Une fois que vous avez fait ce plan global, l'idée c'est de challenger votre projet. Moi à la maison, quand je fais du bricolage, je valide toujours avec mon chat. Et généralement, il n'est pas hyper content. Si vous ne challengez pas votre projet et que vous dites « Tiens, c'est super, je vais monter une cloison entre la salle à manger et le salon », ça peut mal se passer. Je vous préviens, j'ai essayé. Ensuite, une fois que vous avez challengé votre projet, la règle que j'ai trouvée, c'était utiliser des outils adaptés. L'idée d'utiliser des outils adaptés, ça permet de gagner du temps, vous limitez les risques, vous avez une communication plus claire. Et en revanche, ça demande de savoir comment utiliser les outils. Il y a un corollaire à ça, c'est qu'il n'existe pas d'outils magiques. Vous n'aurez pas d'outils magiques dans votre maison pour tout faire, ou pas bien. Et de la même façon, dans Scrum, dans votre vie de PO de tous les jours, vous n'aurez pas un outil qui va vous solutionner tous les problèmes. Il y a des outils qui sont très bien, très complets. En revanche, vous n'aurez pas un outil qui vous permettra de tout faire. Il y a des jeux sérieux qui vont vous dire « Alors là, avec ce jeu-là, vous allez apprendre Scrum, vous allez pouvoir faire votre backlog, vous allez pouvoir prioriser votre backlog. » Vous passez 4 heures à jouer et au final, en fait, ça sera juste un après-midi qui va vous apprendre des choses, mais ne vous permettra pas, dans la vie de tous les jours, d'avancer là-dessus. Avant de commencer à utiliser des outils, il faut les essayer et les comprendre. À Nantes, on a la chance d'avoir une association qui s'appelle Agile Nantes, de laquelle je fais partie, et qui, une fois par mois, propose ce qu'on appelle les PO Dojo. Je vous invite, si vous n'êtes pas déjà au courant, à vous y rendre. Les PO Dojo ont pour but de créer un contexte dans lequel vous pouvez découvrir ou même proposer des pratiques que vous pouvez essayer. C'est hors du contexte professionnel et on essaye un nouveau truc, un nouveau jeu, une nouvelle approche pour prioriser le backlog, des choses comme ça. Dernière chose que j'ai trouvée sur le bricolage, une règle, éloigner les enfants. Je me suis dit, comment... Je sais pas, moi j'ai un enfant de 3 ans, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de bricoler avec un enfant de 3 ans à côté de vous. C'est génial. Il adore ça. La perceuse, c'est sa vie. Bon, le problème, c'est que quand on veut lui prendre la perceuse pour visser la vis, là, ça devient un tout petit peu plus compliqué. Dans le monde du travail, heureusement, il n'y a pas d'enfants, théoriquement. Au début des projets, généralement, on ne travaille qu'avec des adultes. Rapidement, si en tant que product owner, vous commencez à un peu trop infantiliser votre équipe, vous allez travailler avec des enfants qui ne vont plus prendre de décisions, qui vont peut-être venir vous taquiner sur des choses et en fait, qui vont être contre-productifs et pas assez autonomes. Passons aux outils. Donc, comme je vous disais, je vous propose un panel restreint d'outils. Ça ne va pas être une liste. J'ai calqué mes outils sur les différentes missions du PO, sachant que dans tous les projets, les missions du PO ne sont pas forcément celles que je vais définir, celles que je vais donner après. Comme je disais, le Scrum Guide, ils en définit 2, maximiser la valeur produit et gérer le backlog. Il y en a d'autres qui se sont greffés autour, par exemple, créer et porter la vision. Aujourd'hui, pour créer et porter la vision, il existe pas mal d'outils qui sont issus du marketing, les différents canvas, le business canvas, le lean canvas, les utilisateurs types qu'on appelle des personas. Moi, celui que j'ai le plus utilisé, c'est la Product Box, qui est issue des Innovation Games. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est quelque chose qu'on rencontre assez souvent dans les formations, ou des choses comme ça. L'idée de ça, c'est de créer physiquement votre produit, en mode boîte de céréales. Sur le devant, vous avez une belle devanture qui dit « Mon produit, c'est le plus beau des produits », avec un slogan. Derrière, vous allez avoir
pas des jeux comme ça, boîte de céréales, mais quelque chose de plus détaillé sur votre produit. Sur le côté, vous allez avoir les apports journaliers recommandés du produit, et ainsi de suite. Généralement, ça marche bien en lancement de projet pour créer à la fois un esprit de cohésion d'équipe et un objet physique. On finit la création de la Product Box, super, on a un super produit, on est hyper content, on a fait des dessins, on a fait des découpages, on a fait des collages, on a passé un excellent moment. Le problème avec la limite de la Product Box, c'est que en général, ça finit sur un bureau. Et puis pendant le premier mois, on est hyper content, on le montre à toutes les autres équipes. Regardez, on a fait une Product Box et tout. Puis le deuxième mois, on fait oh, regardez, ah, vous avez encore votre Product Box. Et puis elle finit dans un placard à prendre la poussière et la vision, elle disparaît. De ce fait-là, aujourd'hui, j'ai plutôt tendance à utiliser. Alors, c'est un outil qui a été formalisé par Roman Pichler, que vous pouvez trouver sur Internet, qui s'appelle le board de la vision produit. En fait, c'est une sorte de Lean Startup Canvas simplifié sur lequel vous répondez aux questions et après avoir répondu à ces questions, généralement on fait un travail d'équipe, vous avez, on va dire, une vision produit. Alors, rapidement, les questions, ça va être alors là elles sont en anglais, hein, quel est votre but en créant le produit? Qu'est-ce qui fait que le monde sera meilleur une fois que votre produit est créé? Pour qui vous le créez? Et quel problème résolvez-vous? Ça, c'est vraiment la première question à se poser. Je pense qu'il faut commencer par ça. Quel problème résolvez-vous avec votre produit? Qu'est-ce que votre produit? Qu'est-ce qui fait qu'il est différent? Donc ça, toutes ces questions-là vont être pour l'équipe. Et derrière, on a la partie enjeu business, objectif business. Ces objectifs-là sont pour vous, le product owner. L'idée, c'est que vous gardiez ces objectifs en tête. Le product owner est responsable de maximiser la valeur du produit. Ça signifie qu'il est responsable du retour sur investissement. C'est sur lui qu'on va taper si le produit n'est pas rentable. Le but, c'est que votre produit soit quand même rentable. Je sais que l'agilité, c'est beau. C'est pas non plus des bisounours. L'avantage de ça, c'est que vous l'affichez, il est dans le bureau, vous le regardez tous les jours et vous pouvez, avec l'équipe, régulièrement revenir dessus, redire regardez, notre cible, c'est tel corps de métier. On travaille pour le marketing, on travaille pour le service client. Si jamais la cible tend à changer, il arrive que le produit, on rajoute une fonctionnalité qui va faire que le produit va changer. Vous pouvez adapter, reprendre une demi-heure avec l'équipe pour se remettre devant la vision et dire alors, est-ce qu'on est toujours en accord? Est-ce que la direction comprend? Vous la comprenez? Est-ce que vous êtes toujours en accord? Si l'équipe n'est pas d'accord, mais que le product owner est toujours en accord avec ce qu'il porte, c'est à lui de le justifier. Il doit défendre sa vision. Généralement, une fois que la vision est faite, on se dit on va faire le backlog du produit. Le backlog, juste vous souvenez, c'est la liste des tâches, la liste des fonctionnalités qu'on va développer dans le backlog, priorisée généralement par la plus grande valeur business qui est apportée à votre client. Il y a d'autres facteurs qui entrent en compte. Effectivement, si on ne peut pas créer un site sans avoir de connexion, de système de connexion, on ne va pas créer le site sans la page de connexion. Donc il faut quand même à un moment faire la page de connexion. Le but du backlog, il va falloir découper le produit. Pour découper le produit, il existe un outil. Alors, quand je dis outil, alors là, c'est pas proche de l'outil qu'on sort de la poche. Hein. C'est plus proche de la grosse scie radiale ou de la machine-outil qu'on déplace. Ça s'appelle le story mapping. Peut-être qu'il y en a d'entre vous qui connaissent. C'est quelque chose qui est tiré du livre de Jeff Patton qui a formalisé ça. Plein de gens font plein de choses qui formalisent. C'est quelque chose qui est assez classique. On a deux axes. Un axe horizontal qui fait les activités chronologiques et un axe vertical qui va décomposer les tâches, qui va décomposer en tâches ces activités. L'idée, c'est que si vous avez un site internet, vous allez pouvoir dire l'utilisateur, donc on fait un story mapping par utilisateur type, par persona, que j'évoquais tout à l'heure. L'utilisateur se connecte, il navigue, il achète, il valide son panier, et après, sur chaque partie, vous décomposez en tâches. Pour être un peu plus clair, je vais vous faire un exemple que j'ai gentiment volé à Alexandre Boutin. Je vais vous faire mon story mapping de la journée. Je me suis levé, je me suis préparé,
j'ai préparé ma conf, parce que je ne l'ai pas encore fait. Je suis venu au Web Today et je fais ma conf. Pour me lever, j'ai commencé par éteindre la sonnerie de mon réveil, puis éteindre ma sonnerie de mon réveil, parce que j'avais appuyé sur le truc de 5 minutes, là. Et j'ai eu du mal à me lever, parce que j'ai eu un peu de mal à dormir. Finalement, j'ai mis mes lunettes et je suis sorti de mon lit. Pour me préparer, j'ai pris une douche, je me suis habillé, j'ai pris un café, je me suis lavé les dents. J'ai pris le temps de réfléchir à ma conf. J'ai fait le support, 20 minutes. Franchement, c'est facile de faire un support pour une conf. J'ai répété une fois devant ma glace et mon chat. Je suis venu en vélo, j'ai pris ma place, j'ai assisté à des conférences et j'ai revu ma conf parce que les autres confs que j'avais vues étaient quand même pas mal. Finalement, j'ai stressé juste avant la conf, j'ai respiré un bon coup et on fait la conf. Une fois que vous avez tout décomposé, il faut ensuite prioriser. Quand vous priorisez, l'idée c'est de mettre en haut ce qui est le plus prioritaire. Ça vous permet de faire des versions, des produits minimums. Moi, mon produit minimum, c'était mettre mes lunettes et sortir de mon lit, m'habiller, venir en vélo, prendre ma place et faire la conf. J'aurais pu essayer de resquiller et de ne pas prendre ma place, c'était un peu compliqué. Alors j'ai longtemps hésité sur la partie se préparer pour savoir si absolument c'était dans mon produit minimum de prendre un café. Je pense que oui. Prendre la douche et se laver les dents, on sait bien que c'est optionnel. Hein. On le fait tous, surtout le week-end. Ça, c'est la partie classique. Moi, aujourd'hui, je l'utilise. J'ai rajouté une petite partie que j'ai rencontrée, on va dire, dans mon voyage UX. J'ai pas mal côtoyé des UX récemment, et du coup, maintenant, j'ai adapté le story mapping en faisant une sorte de customer journey map, en rajoutant juste une troisième section en bas de mon story map, et je rajoute en fait comment l'utilisateur se sent au fur et à mesure de l'utilisation de mon produit. Alors, on va parler de il se sent bien ou il se sent mal, mais ça peut être de la frustration, il est hyper content d'utiliser l'application, il est surpris, donc ça c'est des sentiments positifs, ça ne marche pas, il s'énerve, enfin voilà. Donc l'idée c'est de rentrer en empathie avec le client, avec l'utilisateur final, et de réussir à mettre une sorte de courbe des tendances du ressenti du client. Ça marche plutôt bien. Ça permet, en tant que PO, d'être très attentif là où on sait que l'utilisateur, ça ne va pas. Il est frustré. Ça fait 3 fois qu'il utilise son mot de passe. Il a essayé de se connecter avec Google, avec Facebook. Ça ne marche pas. Et vraiment, il faut mettre l'accent dessus. Il y a des choses qui doivent être hyper faciles. On voit bien que certains certains OS réfléchissent différemment sur l'expérience utilisateur. Voilà, donc ça c'est vraiment la partie basse, c'est vraiment la partie que moi j'ai rajoutée et que je trouve qui est vraiment intéressante pour l'utilisateur final. Une fois que vous avez tout décomposé, vous pouvez décomposer à un niveau assez avancé. Il faut voir qu'un story map complet sur un produit en début de projet, ça peut vous mettez toute l'équipe ensemble, ça vous prend 1 jour, 2 jours. C'est pas, vous mettez pas 2 heures à le faire, c'est bon, je fais mon produit. Non, c'est vraiment un travail d'équipe et important. Une fois que vous avez bien découpé, un des rôles principaux du product owner va être aussi de communiquer autour de son produit et communiquer avec le client, communiquer avec l'équipe de développement, de réalisation. Pour communiquer, je vous ai sélectionné 3 choses que vous utilisez peut-être tous les jours, 3 outils. Le premier, celui que j'ai le plus utilisé, c'est la maquette en fil de fer. J'ai vu trop souvent dans des projets où les gens doivent faire une maquette en HTML qui correspond exactement au pixel près à ce que l'équipe doit développer. C'est un peu infantilisant, comme je le disais avant. Votre équipe, elle ne prendra aucune décision. Elle ne va pas challenger vos décisions. Si vous leur dites, voilà, c'est comme ça, il y a 3 pixels ici, 2 pixels ici. Si tu ne fais pas comme ça, c'est pas bon. Il existe pas mal d'outils pour faire du wireframing. Il y a Balsamiq, que moi j'ai beaucoup utilisé, qui permet non seulement de faire du wireframing, donc de la maquette en fil de fer, mais également de faire des PDF dans lesquels vous pouvez naviguer. Vous cliquez un endroit, ça vous ouvre la deuxième page et tout ça. Donc ça va vite, c'est très simple à faire et ça donne tout de suite une idée. Une idée que vous pouvez valider avec votre client
et même parfois même avec l'utilisateur final si vous y avez accès. Et aussi, ça donne un support de discussion pour travailler avec l'équipe de développement. C'est là où c'est très important. Il existe aussi Axure, que moi j'ai jamais utilisé, et l'outil que j'utilise le plus, bah, c'est un papier et un crayon. Un paperboard, un flipchart, ça marche très très bien. Deuxième outil, le backlog grooming. Est-ce que ça parle? Le backlog grooming, c'est textuellement le lavage, le nettoyage, le toilettage du backlog. Comme vous pouvez le constater, c'est un truc qu'on fait en équipe. C'est pas le product owner qui, dans son coin, tout seul, va se dire « Ah, mais en fait, cette story-là, je pense qu'il ne faut plus la faire. Ah, en fait, bah, je pense qu'elle vaut plus de points de complexité. Ah, bah, en fait, bah, y a une nouvelle story qui rentre, mais bon, bah, je vais la mettre là tout seul. » Il peut faire des choses tout seul. L'idée du backlog grooming, c'est prendre pas grand-chose, 1 heure par semaine, avec soit toute l'équipe si on peut, ou 2-3 personnes de l'équipe de réalisation pour discuter avec elle du backlog. Ça permet 3 choses. L'équipe, elle est au courant de ce qui va arriver, elle est impliquée dans le backlog, et on gagne vachement de temps sur la cérémonie de lancement de sprint, qui est, pour ceux qui ne savent pas, le moment où on va discuter des différents items du backlog qu'on va mettre dans l'itération. Le temps de sprint planning est vraiment diminué. L'équipe est déjà au courant de ce qu'elle va faire. Moi, je l'ai vu, ça investit vraiment l'équipe. Et là, pour le coup, on n'est pas du tout dans l'infantilisation. Il y a une vraie discussion qui se crée entre l'équipe et le product owner, et c'est assez magique. Si vous n'avez pas la possibilité de faire du backlog grooming, je vous propose la story minute. C'est un peu plus simple, mais ça demande plus de travail pour le product owner. La story minute, c'est vous avez 1 minute pour expliquer à votre équipe la story fonctionnelle qu'elle va devoir développer sur la prochaine itération. C'est la manière dont vous allez présenter la story pendant le sprint planning. Alors, généralement, on utilise le format classique que vous connaissez peut-être. En tant qu'utilisateur, je souhaite me connecter afin de réaliser des achats sur Internet. Généralement, quand on a utilisé ce format-là, il y a des études du MIT et de la NASA qui prouvent qu'il reste 37 secondes sur la minute pour finir d'expliquer la story. Donc vous avez encore le temps. Ensuite, c'est l'équipe de développement. Là encore, c'est dans l'idée d'investir, de responsabiliser l'équipe. C'est l'équipe de développement qui va challenger la story, qui va vous demander, vous poser des questions. Donc l'idée, c'est vraiment, une fois encore, qu'il y ait une discussion qui s'instaure entre le product owner et l'équipe de réalisation. Donc, comme je vous le disais, ça demande plus de travail pour le PO et en revanche, contrairement au backlog grooming, là, ça a tendance à vraiment rallonger les moments de sprint planning. Pour l'avoir vécu, ça a tendance à rajouter 1 heure, 2 heures, on va doubler le temps sur un sprint planning de 2 heures, on avait mis 2 fois plus de temps. Mais il y avait une vraie discussion qui s'était instaurée entre l'équipe et le product owner. Pour l'amélioration continue du produit, une fois que vous avez votre backlog, que vous avez bien discuté avec votre équipe et que le produit est déjà bien avancé, il faut toujours penser à améliorer le produit. Quand on parle d'amélioration continue en Scrum, généralement on pense à la rétrospective, le moment où l'équipe se réunit et décide de s'améliorer ensemble. Là, on parle vraiment d'amélioration du produit. Pardon. L'idée, c'est pas que Pardon, je me suis perdu dans mes pensées. L'idée, c'est vraiment d'améliorer le produit, soit en ajoutant des nouvelles fonctionnalités, soit en améliorant des fonctionnalités qui existent. Donc forcément, il y a des retours utilisateurs qui sont intéressants à prendre. Il y a des pratiques. Donc la pratique que nous, on a testée, qui marche plutôt assez bien, c'est que vous avez déjà une fonctionnalité. Alors pour l'amélioration, pas pour l'enrichissement. Pour l'amélioration continue, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà pratiqué, c'est l'A/B testing. L'A/B testing, vous avez déjà une fonctionnalité qui a été développée, vous avez envie de l'améliorer. Pour savoir si l'amélioration que vous proposez marche mieux ou pas, vous développez votre amélioration. Alors c'est un coût, c'est sûr. Vous balancez sur vos serveurs les 2 versions et vous dirigez la moitié de vos utilisateurs vers la solution A, la moitié de vos utilisateurs vers la solution B. Et on voit laquelle des 2 versions rapporte le plus, permet de finaliser le plus de deals ou des choses comme ça.
Il existe d'autres choses, principalement des métriques, donc tout ce qui est Google Analytics, Piwik, que vous pouvez mettre dans votre application. Donc ça, c'est des choses qu'il faut réfléchir en amont. C'est pas à la fin du projet, on se dit « Ah, je voudrais bien voir en fait, si cette fonctionnalité est utilisée, on va rajouter des métriques. » machin. Et donc là, il faut tout reprendre, donc c'est assez compliqué. Et l'autre manière pour avoir une amélioration continue permanente, c'est en tant que product owner, vous utilisez votre produit. C'est le plus important. Alors, l'utiliser en mode « je suis un utilisateur lambda, j'utilise le produit que je développe ». Donc ça, c'est juste des bonnes pratiques. Comme je disais tout à l'heure, le product owner est responsable du retour sur investissement du produit. C'est, je pense, la partie la plus compliquée pour le product owner, d'être sûr que ce qu'il développe ou ce qu'il fait développer dans le produit va rapporter va avoir le meilleur ROI. Comment on s'en assure? En fait, on priorise déjà le backlog sur ce qui a le meilleur ROI. On fait les mesures, on regarde si ça a effectivement un ROI et on repriorise le backlog en fonction. Donc là, pareil, de la même façon, on va pouvoir ajouter des analyses, des analytics comme Google Analytics ou Piwik, comme je vous disais. Et là, on fait vraiment du comptable. C'est la partie un peu plus, on va dire, chiffrée du travail des product owners, qui n'est pas toujours la plus agréable. Il existe un moyen chiffré, assez simple, de dire le retour sur investissement, c'est la valeur business divisée par les story points. La valeur business, on l'estime, on va dire, de manière relative par rapport aux autres, en fonction, si je développe cette fonctionnalité, quel nouveau client ça va m'apporter, quelle nouvelle vente clientèle ça va m'apporter, est-ce que je vais avoir des clients qui vont être plus fidèles parce qu'ils m'ont demandé ça, je les fidélise, est-ce que ça va me faire revenir des clients que j'avais avant, est-ce que ça peut m'amener des nouveaux marchés? Ça, c'est tout cet ensemble qui va qui va vous donner une idée de la valeur business, que vous allez chiffrer de manière relative par rapport aux autres. Et les story points, c'est l'effort que doit fournir l'équipe. Donc là, c'est l'équipe qui va vous dire combien va coûter la fonctionnalité à développer. Ça peut être utilisé pour prioriser le backlog. Alors, il faut voir qu'on ne peut pas tout chiffrer comme ça. Le retour sur investissement sur un module de connexion, j'aime beaucoup le module de connexion. Si le module de connexion a un fort ROI, on ne va pas faire 12 modules de connexion. Non, même si c'est un fort ROI, on va en faire un. Et de la même façon, on peut pas, comme je disais, on ne peut pas se contenter juste de ça. Il existe un atelier qui s'appelle j'ai perdu le nom, Weekend Escape, qui demande de prioriser un backlog. Et dans le backlog, vous avez des chiffres. Certains l'ont joué ici. Et bien en fait, j'ai vu des équipes prioriser le backlog qu'avec les chiffres. Et en fait, fonctionnellement, le backlog n'avait aucun sens. Donc on ne peut pas prioriser qu'avec des chiffres. Mais ça rentre en ligne de compte. Une fois que le backlog est, on va dire, fonctionnellement priorisé, vous n'avez pas le choix de développer certaines choses avant d'autres, fonctionnellement, même des choses qui ont moins d'intérêt. Et bien derrière, vous allez pouvoir prioriser ou vous dire « Ah, en fait, là, je l'ordonne de cette façon-là ». Une autre technique pour prioriser, alors il existe plusieurs types de matrices dans ce style-là. Là, c'est la matrice des risques, où généralement, vous pouvez le faire aussi avec, du coup, de la même façon, avec à gauche, sur l'axe des abscisses, la partie story point, de la même façon. L'idée, là, c'est j'ai des fonctionnalités à forte valeur ajoutée où j'ai aucun risque à les développer. Je commence par celle-là. De la même façon, comme je vous disais, on ne priorise pas que là-dessus, mais ça rentre en compte. Si j'ai tout ce qui a forte valeur ajoutée, je vais commencer par ça, même si j'ai un fort risque dessus. Par contre, ce qui n'a pas de valeur ajoutée et qui a un fort risque d'échec et qui ne va pas du tout m'apporter quoi que ce soit, forcément, je ne vais pas les prioriser ou même pas les faire. Du coup, il ne reste plus qu'à vous saisir de ces outils-là pour pouvoir avancer. Alors, je sais qu'il y avait pas mal d'outils. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Tout ce que je vous demande, de toute façon, c'est d'essayer des outils.
vous essayez des nouveaux trucs. Généralement, vous avez quand même les mains les tranchées assez libres pour oser des nouveaux outils. Je vous invite à vous pencher aussi, alors là, j'en ai pas forcément parlé, autour de tout ce qui est jeu sérieux et innovation game, à part la Product Box que j'ai évoquée. C'est des formats qui sont vraiment des bonnes alternatives aux formats classiques de réunion ou d'idéation. Et pour finir, je vous rappelle, donc, je vous ai donné juste une liste d'outils que moi m'aurait sans doute bien servi quand j'ai commencé en tant que product owner. Et en conclusion, je voulais vous rappeler qu'un outil ne fait rien tout seul. C'est-à-dire que si vous posez un tournevis et une vis l'une à côté de l'autre, alors j'ai essayé, hein, ça dure longtemps, j'ai essayé moi-même à la maison, vous les posez tous les deux et en fait à aucun moment le tournevis se lève et visse la vis. Jamais. L'outil ne marche que si vous l'utilisez. C'est pareil pour les outils en tant que product owner. Bon, sauf si mon fils se pointe et qu'il visse la vis, mais bon, là, ça ne compte pas. Voilà, j'ai fini. Je suis ouvert à toutes vos questions. Merci beaucoup, Sylvain.